Et donc, le point de départ, pour moi, c'est que l'ennemi principal, ce n'est pas seulement un État, canadien ou autre, mais c'est un système mondialisé qui permet la dépossession, l'exploitation et l'accaparement des terres davantage au sud et pour les populations autochtones ici. Donc, je vais faire trois grandes remarques. D'abord, je vais définir le nationalisme parce que, comme Catherine l'a dit, c'est un terme qui est galvaudé de tous bords, de tous côtés, surtout par des mouvements qui ne sont pas le nôtre. Mais je vais quand même mentionner comment un projet d'indépendance nationale n'est pas nécessairement garant d'un projet d'émancipation sociale. Et je pense que c'est important d'en parler, de ne pas se le cacher. Deuxièmement, je vais parler d'une alternative qui est sortie récemment, qui est nationaliste, mais qui est critique de la mondialisation, donc la démondialisation. Et finalement, je vais amener ce que j'entends personnellement par l'internationalisme ou l'internationalisme solidaire. Donc, ça vient d'idées qui me viennent et qui vont faire l'objet d'un livre très bientôt. Donc, le nationalisme. Donc, c'est un principe ou un mouvement, et là, c'est une définition, on peut ne pas être d'accord, je suis d'accord avec le fait d'être en désaccord avec vous. C'est un mouvement donc, qui relève d'une correspondance entre unité politique et nationale. Donc, je prends la définition un peu à la base. Là. La nation est donc l'unité politique de prédilection. Et les luttes pour la souveraineté nationale sont toujours basées à plus ou moins grande échelle sur une forme de nationalisme. Et je ne vois pas ça comme une chose qui est mauvaise quand on parle de sentiments ou de culture. C'est normal et toutes les luttes sociales sont avant tout basées sur un sentiment d'injustice et une émotion d'identification à une unité politique. Dans ce cas-là, c'est la nation. Et bien sûr, comme Catherine le démontre, le nationalisme n'est pas seulement les nationalistes ou les militants pour une indépendance nationale ne pensent pas ou ne disent pas que l'intérêt national est le seul intérêt, mais c'est un intérêt qui est au centre des luttes. Et ça, c'est commun à toutes les formes de nationalisme ou toutes les formes de quête pour la souveraineté nationale. Et bon, on a des arguments instrumentaux pour l'indépendance nationale, comme on l'a mentionné. On argumente que c'est le seul moyen de gérer davantage de transports en commun, d'adopter des politiques plus justes en termes d'immigration, d'opérer une transition écologique, de renégocier des accords de libre-échange. Et donc, la réappropriation des pouvoirs à l'échelle nationale est vue comme un moyen de s'émanciper du système économique capitaliste. Donc, c'est un projet qu'on ne peut pas réaliser sans l'indépendance. Cependant, rien ne prouve qu'au Québec ou qu'un Québec indépendant serait plus apte à instaurer un programme post-capitaliste. Donc, l'indépendance nationale du Québec en elle-même, ceteris paribus, ne peut pas nous libérer des dictats du libre-échange. C'est-à-dire que l'indépendance nationale pourrait mener à l'instauration d'un gouvernement et d'une constitution post-capitaliste décoloniale, mais pourrait très bien mener à l'instauration d'un État néolibéral, conservateur, colonialiste. Parce que c'est le principe de l'État en lui-même, mais aussi parce que ça ne dépend pas seulement d'un parti, ça dépend de comment on va établir une constitution, comment on va établir les bases de cette nouvelle société-là. Et davantage de souveraineté nationale peut, mais n'est pas garant nécessairement ne nous protège pas de la spéculation, du productivisme ou de l'obsession avec la croissance. Et je dirais même davantage, pour des nationalistes identitaires de droite ou la CAQ ou beaucoup de franges du PQ, l'indépendance nationale ne servirait pas nécessairement à un projet de gauche, mais plutôt à nous permettre d'exploiter nous-mêmes nos ressources, d'établir nos propres relations coloniales avec les Autochtones et de signer nos propres accords de libre-échange bien de chez nous. Et donc, ce n'est pas un projet qui est nécessairement en contradiction avec la mondialisation néolibérale. Je pense que le projet auquel toi tu penses l'est, mais pas nécessairement. Et en 2019, l'obstacle principal au projet social, ce n'est pas seulement l'anglo-canadien qui speak white, mais plutôt les élites économiques et patriarcales, ainsi que les élites politiques qui les soutiennent et qui organisent le système dans lequel on vit et qui soutiennent une division capitaliste et genrée du travail. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je m'intéresse davantage aux solidarités Nord-Sud, donc je viens d'une famille indienne et j'utilise le terme de manière... le vrai terme. Et donc, je m'intéresse davantage aux relations Nord-Sud. Et le Québec, des dernières années, n'a pas prouvé plus que le Canada.
qu'il était enclin à adopter des politiques réellement solidaires ou féministes ou qu'il serait plus enclin à défendre des accords commerciaux viables pour tous ici, viables pour tous à l'international. Cela dit, récemment, il y a le concept de démondialisation qui a été amené, qui permet de lier nationalisme et antimondialisation. Ce que ça implique, la démondialisation, c'est de se défaire des rouages de la mondialisation économique, donc d'opérer une rupture radicale avec les institutions internationales, promouvoir la liberté, par exemple, d'être protectionniste ou de nationaliser les multinationales. Jusqu'ici, on s'entend. Le concept de démondialisation, donc, originellement, tout comme l'altermondialisme, par exemple, dont que Pierre connaît beaucoup, donc, et promouvoit une rupture radicale avec le capitalisme et rejette le pouvoir là, des multinationales et des élites capitalistes. Mais pour ce faire, donc pour la démondialisation, la pierre angulaire de ce projet-là est la restauration de la souveraineté nationale, comme moyen de contrer le pouvoir des multinationales. Donc, on propose ça comme moyen. L'an dernier, Éric Martin, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Jonathan Durand-Folco ont lancé d'ailleurs un manifeste démondialiste dans lequel ils sous-entendent assez clairement que la souveraineté du Québec est la pierre angulaire d'une lutte contre la mondialisation. Donc, c'est par davantage de souveraineté que le Québec va se prémunir contre la mondialisation. Et donc, la base ou l'assise de ce projet-là, ce n'est pas nécessairement de réguler le cours des matières premières pour les pays du Sud ou arrêter l'accaparement des terres au Sud, mais de permettre au Québec d'établir ses propres politiques publiques afin de contrer les effets néfastes du capitalisme et de la mondialisation. Par exemple, en usant de protectionnisme. Là, on se rappelle que l'unité principale est donc la nation. Mais bon, pour être honnête, pour les connaître, certains plus que d'autres, il s'agit d'un projet anticapitaliste, donc on est d'accord. Et ça peut impliquer qu'une fois qu'on obtient l'indépendance, on opère plus de solidarité par la suite. Mais tout comme le nationalisme, ça a été repris dans la sphère politique et pas toujours du bon côté. En France, le député socialiste Arnaud Montebourg ou même Marine Le Pen parlent de tourner le dos à la mondialisation. Donald Trump parle de tourner le dos à la mondialisation constamment, sauf que pour eux, c'est une question de compétitivité nationale, c'est une question d'identité nationale, de rejet de l'autre. Pour eux, donc, et même au Québec, un travailleur chinois ou une femme voilée est plus dangereuse que le patron qui fait des millions en refusant de te payer 15 $ de l'heure. Ça a été une réappropriation du discours terrible. Et comment régler ça? C'est par un renforcement de la nation contre le système. J'en arrive à vous parler d'une alternative un peu différente, mais qui, évidemment, je ne suis pas en train d'essayer de diviser la gauche, là, on est tous à peu près d'accord, mais il y a certaines différences. Et ce à quoi moi j'adhère, c'est une forme d'internationalisme solidaire. Comment je l'entends, ça vient de Bernard Cassen au milieu des années 90, qui a utilisé le terme et qui parlait de développer une conscience que l'humanité et la Terre forment un tout. Et donc, méthodologiquement, ça implique que dans notre conception même du politique, on inclut une solidarité pour l'autre, avec un grand A, et plutôt que de hiérarchiser l'international et le national en priorisant le national sur l'international. Et donc, c'est de concevoir l'étranger et les étrangers dans notre conception des politiques publiques et de la politique étrangère, sans penser nos politiques publiques et l'international comme étant deux choses complètement divisées. Donc, nos luttes, nos politiques ont toujours une influence sur les pays du Sud. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour adopter une perspective internationaliste, décoloniale à nos luttes? 3 raisons. Donc, premièrement, ça permettrait de concevoir l'oppression Nord-Sud, ça permet d'ajouter à notre compréhension des intersections des luttes, du capitalisme, du patriarcat, du colonialisme, mais en incluant toujours une vision Nord-Sud. Deuxièmement, ça nous permet de réfléchir à des moyens concrets de réduire l'emprise structurelle là, des corporations et des économies du Nord sur les pays du Sud, pas seulement dans une nation, mais de manière structurelle. Et finalement, ça nous donnera un appui théorique là, pour favoriser des luttes globales. Donc, si un projet démondialiste
pense prioritairement à comment la nation peut être renforcée contre les propriétaires de capitaux. L'internationalisme pense à comment redéfinir radicalement les relations de pouvoir et l'ordre international multilatéral. Là, je sais que ce n'est pas un mot très sexy, là, le multilatéralisme, mais si on pense à une lutte globale, il faut penser à comment, ensemble, on établit certaines politiques qui vont changer les règles du jeu. Et donc, on pourrait en parler. J'ai l'impression que de penser le renforcement de la nation pour contrer la mondialisation néolibérale, c'est un peu de voir ça comme un jeu à somme nulle, mais ce n'est pas en ayant plus de pouvoir au Québec, de pouvoir établir du protectionnisme ou autre, que le système va changer ou qu'on va établir plus de relations équitables et solidaires ou qu'on va être décolonial. Et donc, je ne veux pas placer, mettons, la solidarité Nord-Sud avant toutes les autres luttes. Au contraire, il s'agit de penser plutôt comment toutes les luttes, l'oppression nationale, des femmes, des travailleurs, des travailleuses, sont à l'intersection avec l'oppression des pays du Sud. Donc, l'exploitation et la dépossession sont une condition de survie plutôt qu'un effet du système capitaliste. Donc, ces relations-là coloniales, ces relations-là de dépossession, d'accaparement des terres, ne sont pas juste un effet du capitalisme, sont à la base même, et on doit s'y attaquer plutôt que de penser qu'on le fera plus tard. Dans les luttes, par exemple, ça implique de penser l'oppression des femmes du Sud par les femmes du Nord et les hommes du Nord pour la réalisation du travail ménager, par exemple, dans ce qu'on appelle la division internationale genrée du travail. Ça implique de penser l'oppression des travailleurs, travailleuses par des multinationales, mais aussi par les consommateurs du Nord. Ça implique de penser à des moyens de contrer la délocalisation des populations autochtones en Amérique latine, par exemple, ou en Inde pour la construction de barrages hydroélectriques. Et là, moi, je connais davantage la situation internationale qu'au Canada, mais il faut y penser. Et certaines luttes le font déjà. Là. Beaucoup de luttes intègrent intrinsèquement une vision alternative internationaliste. Par exemple, les luttes des femmes autochtones contre l'extractivisme en Amérique latine ou la pensée de féministes radicales comme Angela Davis ou Audre Lorde ou les mouvements Heart Strike ou les grèves internationales de femmes, par exemple. Donc, au niveau pratique, qu'est-ce que ça implique? D'abord, je pense qu'il faut dépasser la vision un peu fallacieuse entre mondialisation versus pas de mondialisation. D'un côté, il y a des marchés libres, sans entrave, un système dérégulé. D'un autre côté, on va essayer de mettre des règles pour imposer des limites à la mondialisation. Si on veut vraiment penser à un autre système, il faut penser comment établir des règles différentes. Donc, changer les règles du jeu. Parce que, surprise, surprise, les élites économiques et politiques ont passé des décennies à établir les règles du jeu. Une série de traités, de conventions et bâtir des organisations internationales qui soutiennent un certain type de mondialisation. Un type de mondialisation qui est extrêmement structuré et qui est basé sur des relations de concurrence et des échanges inégaux entre les peuples. Donc, pour reprendre du pouvoir, si on veut reprendre du pouvoir au niveau national, il faut que ça serve une mutation radicale de la logique du néolibéralisme là, mondialisé. Donc, pour terminer, peut-être j'ai fait des exemples de régulation ou de trucs à adopter parce que je trouve que comparément à l'altermondialisme, par exemple, il faut qu'on se mette à penser, il faut dépenser le statut d'opposition ou de contestation, il faut penser à qu'est-ce qu'on ferait. Comment est-ce qu'on ferait ça, un projet internationaliste? Par exemple, premier point qu'on ne peut souligner suffisamment, annuler les dettes des pays du Sud. Ce n'est pas seulement le libre-échange ou les privatisations ou les interventions militaires qui perpétuent la domination des populations du Sud. C'est d'abord et avant tout un système de dette nationale illégale qui perpétue un système de néocolonialisme jusqu'à aujourd'hui. Des exemples plus simples comme une réduction des temps de brevet pour certains types de technologies ou de médications. Un exemple de domination nord-sud ou d'inégalité nord-sud est que la trithérapie pour soigner le VIH, ou soigner, disons, augmenter la durée de vie, est en ce moment très abordable au Canada. On est arrivé à un stade où on a des solutions, mais en Afrique subsaharienne, c'est absolument inaccessible. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est un non-sens complet. Ensuite, bon, lutter contre les paradis fiscaux, évidemment, mais plus loin que ça, adopter une forme de taxe sur les transactions financières, à la façon de la taxe Tobin, et encore plus loin que ça, je dirais adopter ce que Keynes proposait. Tu sais, Keynes, ce grand socialiste,
qui proposait l'adoption d'une monnaie internationale digitale, il appelait ça le Bancor, qui permettrait de gérer les flux d'échanges et empêcher que des États s'enrichissent ou des multinationales s'enrichissent sur le dos de d'autres nations ou populations. Ensuite, stabiliser le cours des matières premières pour permettre de réduire l'instabilité des économies du Sud et promouvoir un transfert de technologies qui les permettrait de se diversifier. La Chine s'est entre autres diversifiée parce qu'elle volait notre technologie et je pense que les pays du Sud devraient se permettre davantage d'imposer ce genre de régulation-là pour les permettre d'être protectionnistes. On ne peut pas se permettre d'être protectionniste si on impose un libre-échange sur les pays du Sud. Finalement, bon, favoriser les luttes globales comme les grèves internationales, comme je mentionnais. Et finalement, et pour moi, c'est, je pense, le point le plus important, c'est de recentrer la société sur le travail du CARE et comprendre l'international comme étant soutenu par le travail des femmes du Sud et le travail reproductif des femmes du Sud. Et là, bon, évidemment, ça a été argumenté par plusieurs féministes avant moi, Bengi Agbulu ou Silvia Federici. On doit adopter une perspective féministe de l'économie pour voir comment l'obsession avec la croissance, le productivisme, mais aussi des initiatives à gauche comme la décroissance ou la démondialisation, comment ces initiatives-là se font sur le dos du travail gratuit réalisé par les femmes. Donc, finalement, pour terminer, le projet social dont on parle en fin de semaine doit être progressiste, doit être à gauche, intersectionnel, post-capitaliste, décolonial et multilatéral. Et j'ajouterais, c'est le point contentieux, c'est que le projet social ne passera pas nécessairement par le nationalisme ou la quête de souveraineté nationale, mais peut le faire et on doit penser à comment ça le ferait. Principalement, donc, comme je l'ai dit, parce que l'élite économique est politique et transnationale, et donc elle doit être combattue de manière globale, et les mouvements de contestation doivent être globaux. Et donc, je pense que foncièrement, comment on pense nos luttes, donc, on doit toujours penser à comment nos luttes participent ou non à réduire ou promouvoir les inégalités Nord-Sud et l'oppression des populations du Sud et des Autochtones. D'autant plus que, bon, comme disait Catherine, les discours nationalistes ou démondialistes se font rattraper par la droite, donc on se doit de penser un projet et de l'implanter le plus vite. Merci.